Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir à ce nouveau webinaire scientifique de Parkinson Québec consacré à un thème important, le rôle de la barrière hémato-encéphalique dans la maladie de Parkinson. Au cours de cette présentation, nous explorerons les principales avancées concernant la fonction de cette barrière protectrice essentielle au bon fonctionnement du cerveau, ainsi que les découvertes récentes qui précisent son implication dans les mécanismes de progression de la maladie et dans la réponse au traitement. Nous espérons que ce webinaire vous permettra de mieux comprendre les avancées scientifiques dans ce domaine prometteur. Je vous informe que cette séance est enregistrée et sera diffusée sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec au cours des prochains jours. À la suite de cette présentation, nous prendrons un moment pour répondre à vos questions. Nous vous invitons à les inscrire dans la section questions et réponses de la plateforme Zoom. Maintenant, je vous présente notre invité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui la docteure Aurélie Derousse-Jacquet, chercheuse en neurosciences au Centre de recherche du CHU de Québec et professeure adjointe au département de psychiatrie et neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université de Laval. Neurobiologiste de formation, la docteure Derousse-Jacquet se consacre à l'étude des mécanismes biologiques impliqués dans la maladie de Parkinson. Ses travaux portent notamment sur l'utilisation des produits naturels et l'évaluation de leurs effets bénéfiques dans des modèles cellulaires de la maladie. Elle étudie également la barrière hémato-encéphalique, une structure qui protège le cerveau afin de mieux comprendre le rôle dans la maladie de Parkinson. À l'aide des cellules souches pluripotentes induites humaines, elle met en place de nouveaux modèles pour étudier le rôle des cellules gliales et de la barrière hémato-encéphalique dans l'apparition et la progression de la maladie. La docteure de Rousse-Jacquet collabore activement à plusieurs initiatives de Parkinson Québec, contribuant ainsi à renforcer les liens entre la recherche scientifique et la communauté de personnes touchées par la maladie. Aurélie, je te donne la parole. Merci Dora, bonjour à tous qui êtes connectés ce soir. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Je vais partager mon écran. Dora, je vais te laisser juste confirmer que tout fonctionne bien de votre côté. Oui, tout à fait. C'est beau? Allez, super. On voit pas encore. Oui, voilà. Ça va bien comme ça? Oui, Super. ça se voit. Excellent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux qu'on fait dans mon laboratoire et puis peut-être toucher à certains concepts qui sont un peu moins explorés encore dans la maladie de Parkinson, mais qui sont des domaines émergents de recherche et donc importants pour comprendre la maladie. Donc, je vais juste commencer par quelques mots de présentation. Donc, moi, j'ai obtenu un doctorat en chimie médicinale et pharmacologie moléculaire. Et je me suis spécialisée dans les pharmacopées traditionnelles et l'utilisation des différents produits naturels pour contrer la maladie de Parkinson. J'ai fait plusieurs post-doctorats et je suis arrivée donc ici à Québec et depuis 2023, je suis chercheuse donc, au Centre de recherche du CHU de Québec et donc je suis associée également au département de psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais essayer de vous présenter certains concepts biologiques qui vont essayer de qui vont plutôt nous permettre de comprendre le rôle protecteur et régulateur de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique et je vais vous présenter de quoi il s'agit. Donc, on va explorer cette barrière hémato-encéphalique et voir quels sont les changements qui sont observés chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et essayer de comprendre les conséquences en fait de ce dysfonctionnement sur la mort des neurones qui sont affectés au cours de la maladie de Parkinson. Donc, je vais vous présenter des résultats d'études qui sont des études de plus ou moins récentes, certaines de mon laboratoire, sur les interactions entre cette barrière hémato-encéphalique et la maladie de Parkinson. Et puis, vous présenter un peu les orientations futures, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la recherche et pour la découverte de nouveaux traitements.
Donc, même si c'est un séminaire ou un webinaire de Parkinson Québec, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour réintroduire la maladie de Parkinson et donc les, les, les changements, on va dire, sous-jacents à cette maladie. Alors, ce qui caractérise la maladie de Parkinson, c'est vraiment ces changements au niveau de certaines populations de neurones. Donc, il y a des populations de neurones. Donc, le cerveau est un organe très complexe. Il y a différentes régions du cerveau qui se coordonnent entre elles pour gérer les mouvements, pour gérer l'humeur, pour gérer tout un tas de fonctions digestives et autres. Et en fait, les différentes régions du cerveau sont composées de cellules qu'on appelle des neurones ou des cellules qui ne sont pas des neurones et qu'on va appeler cellules gliales. Et en fait, ces différentes régions, même si elles ont ces mêmes populations de cellules, en fait, chaque région va avoir des spécialités. Dans le cas de la maladie de Parkinson, on va s'intéresser aux neurones dopaminergiques. Ici, des neurones dopaminergiques qui se trouvent particulièrement dans la région du cerveau qu'on appelle le mésencéphale, et en particulier la substance noire qui est très riche en ces neurones dopaminergiques qui servent en fait à réguler le mouvement. Donc, ce qui se passe, c'est que les personnes qui développent cette maladie, avec le temps, vont perdre en fait une partie de ces neurones. Et quand on voit cette image ici, on voit ici comme un axone, donc une projection du neurone qui va envoyer des signaux à son récepteur. Ces signaux-là, c'est de la dopamine. Et donc, c'est ces signaux qui vont permettre donc de gérer plusieurs fonctions dans le mouvement. Donc, ce qui passe en fait, c'est que quand les personnes perdent ces populations de neurones qui produisent et sécrètent de la dopamine, les récepteurs ne sont plus stimulés et n'ont plus l'information nécessaire pour produire des mouvements. Et en fait, on observe qu'à peu près 50 à 70% des neurones dopaminergiques sont absents dans la substance noire des personnes qui ont le Parkinson au moment où elles commencent à développer des symptômes. Et en fait, il y a beaucoup de symptômes autres que les symptômes moteurs. Il y a beaucoup de symptômes non moteurs dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui sont en fait aussi importants par rapport à la qualité de vie. Donc, on va avoir des troubles de l'odorat, on va avoir des troubles au niveau type constipation, par exemple, anxiété et autres. Donc, je vous parlais de la substance noire. Donc, pour permettre de bien comprendre en fait la présentation d'aujourd'hui, on a besoin d'aller un peu en détail dans la biologie du cerveau. Donc, ce que je vous montre ici, c'est une petite coupe de cerveau. Donc, le cerveau est beaucoup plus grand, mais là, c'est vraiment une coupe restreinte qu'on va regarder, qui va permettre de zoomer en fait sur cette bande ici, vous voyez, qui s'appelle la substance noire. Et c'est cette bande-là qui est enrichie en neurones dopaminergiques. Si on regarde le petit schéma ici à droite, on voit ici un neurone, on a un corps cellulaire, et donc le neurone en fait fait une projection, et à ces projections-là, on a des terminaux. C'est au niveau de ces terminaux qu'il va y avoir des contacts entre les neurones et qui vont permettre en fait le passage de l'information. Les neurones passent de l'information de manière chimique, et on en a parlé tout à l'heure, pour les neurones dopaminergiques, ils sécrètent donc de la dopamine. Et donc, ces dopamines vont en fait envoyer des signaux pour faire des mouvements. Quand on a maintenant une substance noire affectée par la maladie de Parkinson, on va avoir une perte ici de cette population de neurones qui se trouve euh, euh, dans, euh, dans cette zone très très riche. Et ce qui se passe, c'est que si vous voyez ce petit neurone en bas, on voit ici c'est un petit peu noir, en fait ça veut dire que les neurones sont en train de mourir. Et comme ils sont en train de mourir, on a moins de dopamine qui est sécrétée et reçue par les récepteurs et donc moins de capacité de faire des mouvements. Alors, quelles sont les causes de la maladie? Aujourd'hui, on n'est toujours pas tout à fait capable de donner une explication très claire. Donc, il y a à peu près 5 à 10% des personnes qui ont des origines familiales. C'est généralement ce qu'on appelle des formes génétiques. Ces formes génétiques, c'est des mutations dans des protéines ou des mutations dans des gènes qui vont altérer la production de protéines. Et en fait, ces mutations-là, elles vont faire qu'il y a certaines cellules qui ne sont plus capables de fonctionner et ça va précipiter la mort des neurones dopaminergiques.
Mais outre ces 5 à 10% de personnes qui ont des causes familiales de la maladie, 80 à 95% ont des causes qu'on appelle idiopathiques, elles sont inconnues. Alors, beaucoup d'études se penchent sur le rôle de l'environnement et de la génétique, l'interaction des deux. Mais en gros, pour la majorité des personnes, on n'a pas de cause bien définie, il y en a sûrement beaucoup. Donc, les questions qu'on doit se poser, nous, en laboratoire de recherche, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va initier la maladie. Si on comprend ce qui initie la maladie ou ce qui l'aggrave, on est mieux capable de cibler. Donc, question numéro un, ça serait est-ce que la maladie est initiée par les neurones dopaminergiques eux-mêmes? Est-ce qu'il se passe quelque chose intrinsèque dans ces neurones qui fait qu'ils vont mourir? Ou alors, est-ce que c'est l'environnement des neurones, c'est-à-dire les cellules non neuronales, qui vont, elles, devenir peut-être malades et induire ensuite une mort des neurones dopaminergiques? Donc, un genre d'effet indirect, si vous voulez. Autre question, est-ce que le point d'origine de la maladie se trouve dans le cerveau ou est-ce qu'il se trouve dans la périphérie? La maladie de Parkinson est connue pour son atrophie de cette substance noire, de la perte de ces neurones dopaminergiques, mais finalement, il y a aussi beaucoup de symptômes périphériques, la constipation en est un par exemple. Donc, est-ce qu'il se pourrait que l'origine soit périphérique et ensuite se propage? Puis, est-ce qu'il existe des sous-groupes de patients? Peut-être que plusieurs populations de personnes affectées par la maladie vont avoir des symptômes similaires, mais peut-être des origines différentes. Donc, la question sur laquelle nous, on se penche dans mon laboratoire, c'est plutôt la question de l'environnement des neurones. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce n'est pas les neurones qui ont un problème, mais c'est l'environnement des neurones qui induit un effet toxique sur les neurones. Et donc, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui empêche le sang de rentrer dans le cerveau, en fait. Donc, si on regarde ce petit schéma ici, donc on voit le cerveau, puis ici on voit les une illustration des différents vaisseaux qui viendraient irriguer le tissu. Ces vaisseaux sont très importants puisqu'ils vont faire circuler de l'oxygène, apporter des nutriments dans le tissu cérébral. Et donc, il est très bien organisé et très bien régulé, ce système cérébrovasculaire. On voit ici une représentation, encore une fois, schématique des vaisseaux. Donc, on voit ici un vaisseau qu'on appelle en fait une artériole dans lequel le sang va passer. Puis, ce vaisseau va faire comme des branches de plus petit diamètre qui sont ici des capillaires. Et donc, le système cérébrovasculaire est très bien organisé, très bien régulé. Vous voyez qu'autour de ces vaisseaux, on voit des petites cellules. Dans le cas des artérioles, on a certains types cellulaires. Dans le cas des capillaires, on en a d'autres. Ici, vous voyez des péricytes. Et les capillaires sont donc maintenus fonctionnels grâce à ces péricytes, grâce à d'autres cellules ici qu'on va appeler les astrocytes et leurs pieds astrocytaires qui viennent réguler et sentir tout changement qui se pourrait se passer dans le sang, par exemple. Donc, vous voyez que la barrière hémato-encéphalique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ici, je vous propose de regarder une coupe transversale d'un vaisseau. Ici, vous voyez le vaisseau avec une cellule sanguine qui va circuler dans le vaisseau. Autour, on a nos péricytes, les pieds astrocytaires qui viennent se projeter et toucher cette unité vraiment neurovasculaire et la réguler. Voici un autre schéma qui montre un peu la même chose, mais légèrement différemment. Mais ce que je voudrais vous montrer surtout ici, parce qu'on les voit vraiment bien, ce sont les astrocytes. Parce qu'on va en parler dans cette présentation. Les astrocytes sont des cellules non neuronales, c'est des cellules de soutien autant aux neurones qu'aux vaisseaux sanguins. Ils font le lien en fait entre les neurones et les vaisseaux sanguins. Et vous voyez qu'ils projettent ici des pieds astrocytaires qui vont venir toucher ces vaisseaux. Donc, quel est le rôle de ce système vasculaire cérébral? C'est de venir apporter l'oxygène et les nutriments aux cellules du cerveau, d'éliminer les substances aussi du cerveau vers le sang, tout en empêchant les molécules du sang ou les cellules immunitaires de pénétrer dans le cerveau. Encore une fois, j'insiste un petit peu sur les astrocytes parce qu'on va en parler. Ce sont d'autres images que j'ai pu obtenir. Donc, vous voyez ici en rose foncé le corps de la cellule et puis ces pieds astrocytaires qui viennent ici toucher le vaisseau sanguin qu'on voit dans cette image. Ici, encore une fois, on voit un astrocyte et ici une prolongation de cet astrocyte.
Donc, finalement, de quelles évidences on a que la barrière hémato-encéphalique pourrait être impliquée? Donc, il y a différentes techniques à la disposition des chercheurs. Certaines, pour les chercheurs cliniques, sont des imageries cliniques. Ici, je vais vous montrer quelques images qui ont été publiées en 2020 d'imagerie qui permet de voir s'il y a des bris de barrière et l'entrée de molécules du sang vers le cerveau. Donc ici, vous voyez les IRM et en rouge, c'est plus il y a de l'intensité rouge, plus il y a de substance qui est rentrée dans le cerveau. Et vous voyez qu'à différents endroits dans le cerveau, sur ces différentes coupes, de la présence de ce composé dans le cerveau. Donc ça montre qu'il y a un bris dans cette barrière hémato-encéphalique à différents endroits du cerveau. Quand on parle de bris de barrière hématocéphalique, ça veut dire que finalement, il y a des molécules qui pénètrent dans le tissu cérébral et qui ne devraient pas, et ça peut induire en fait un stress très très important pour les neurones. Je vous montre un autre exemple, encore une fois, une étude publiée en 2020. Ce que je vous montre ici, ce sont des images de coupe du cerveau. Donc, on a pris, je dis on, mais plutôt les auteurs ont pris des tissus de cerveau donnés par des patients ou des individus contrôle, témoins, qui ont donc donné leurs organes pour la science. Puis des coupes ont été faites et grâce à des protéines fluorescentes, on est capable de visualiser la localisation de certaines protéines dans le tissu. À droite, vous avez les échantillons provenant de patients, à gauche, ceux provenant de contrôle. Si on regarde simplement l'image du haut, on voit quelque chose de très apparent, c'est que le signal vert se trouve comme diffus dans la coupe. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ce que vous voyez, ces petits serpentins, ce sont les vaisseaux sanguins. Et ce que vous voyez en vert, ce sont des molécules du sang. Donc là, quand on regarde la coupe Parkinson, on voit qu'on a une diffusion de cette molécule du sang à l'intérieur du tissu. Quand on regarde une autre molécule du sang, ici c'est la fibrine, on voit également davantage de coloration verte partout dans le tissu comparé ici à la coupe témoin. Donc ça nous indique qu'il y a effectivement des molécules qui se retrouvent dans le tissu alors qu'ils ne devraient pas. Ça peut induire une réaction d'inflammation dans le cerveau. Et quand il y a une réaction d'inflammation, il y a tout le système immunitaire qui se met en marche. Et ça peut, si ça reste chronique, ça peut en fait induire une mort des neurones. Donc là, je vais vous montrer encore d'autres images, cette fois-ci publiées, que j'ai publiées en 2023, où on a fait exactement le même technique, c'est-à-dire qu'on a pris des tissus de cerveau de personnes qui ont donné leur organe pour la science, et on a fait des marquages ici en rouge pour voir les vaisseaux sanguins. Donc tout ce que vous voyez, ces petits vaisseaux, là, tous ces petits serpentins, ce sont des vaisseaux sanguins. On a localisé nos études dans la zone où il y a une forte enrichissement de neurones dopaminergiques, c'est-à-dire la substance noire. Ici, vous voyez l'individu contrôle versus individu qui a le mal de Parkinson, où on a pratiquement plus de ces neurones dopaminergiques. Puis on a fait des quantifications que je vous montre ici à droite. Plus ici la valeur est haute, dans le cadre de la maladie de Parkinson, plus le diamètre de ces vaisseaux augmente. Donc les vaisseaux sont plus gros dans la substance noire des patients. Par contre, leur densité, vous voyez le graphique ici, la valeur diminue. La densité diminue. Ça veut dire que la taille des vaisseaux augmente, mais la densité diminue. Donc on peut supposer qu'il y a sûrement moins d'oxygénation, moins de nutriments qui sont apportés au tissu. Donc, j'espère que ces premières indications vous ont convaincu qu'il est important d'aller voir un peu plus près, d'aller creuser un peu plus les connaissances sur cet aspect encore peu connu de la maladie. Parce que si une entrée de molécules ou de cellules immunitaires depuis le sang vers le cerveau est possible, ça veut dire qu'il peut y avoir une réponse inflammatoire qui n'est pas liée aux neurones dopaminergiques eux-mêmes, mais qui est liée à des échanges entre la périphérie et le cerveau qui sont mal fonctionnels. L'oxygénation du cerveau peut être altérée, induire un stress neuronal, et donc ses capacités cérébrales ne sont plus potentiellement maintenues. Dans d'autres maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, ces aspects vasculaires sont davantage connus, sont davantage étudiés par rapport à la maladie de Parkinson. Donc ça nous encourage encore davantage à aller explorer ces mécanismes biologiques.
Donc, dans mon laboratoire, on s'intéresse à étudier la barrière hémato-encéphalique dans la maladie de Parkinson, mais on utilise des techniques avancées finalement de modélisation de la maladie. On travaille sur des cellules souches pluripotentes induites humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement une technologie qui permet de reproduire en laboratoire des mini-cerveaux provenant de donneurs, de patients et de contrôles, de personnes témoins. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple, on peut prendre une biopsie de peau, mais maintenant on peut aussi prendre un échantillon sanguin et rendre les cellules de ces échantillons dans un format qu'on appelle cellules souches. Ce que ça veut dire, c'est que ces cellules, elles sont redevenues à leur état fœtal, en fait. Elles sont devenues capables de se retransformer en n'importe quel type de cellule. Donc, quand on regarde la naissance d'un organisme, l'organisme commence par les deux cellules parentales et se divise, se multiplie pour former un organisme complet. Donc, ces organismes complets, en fait, sont issus de seulement deux cellules et de petit nombre d'autres cellules qui vont venir se multiplier. Ces cellules-là, c'est des cellules souches qui sont capables de donner naissance à n'importe quel type d'autres cellules et de donc se spécialiser en cellules du cerveau, en cellules du cœur et autres. Donc nous, en laboratoire, si je donne mon échantillon de sang, je suis capable de reformer des cellules souches qui sont propres à moi-même, ou qui sont propres à un autre donneur, parce qu'il va contenir la même information génétique. Et surtout, ce sont des cellules humaines, donc on est capable d'étudier la maladie chez un donneur donc humain. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est que grâce à ces cellules souches, je les appelais iPSC pour abréger, on les transforme, comme je le mentionnais, en astrocytes, en neurones ou en cellules qui vont former des cellules vasculaires. Ici, vous avez des images. Là, on a une colonie. Chaque petit rond, c'est une cellule finalement. Et là, vous voyez d'autres images, donc des différents types cellulaires qui sont formés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces cellules-là? On fait ce qu'on appelle du génie tissulaire, c'est-à-dire qu'on recrée dans le laboratoire des barrières hémato-encéphaliques grâce à ces cellules. Donc nous, on utilise une technique de puce microfluidique, c'est-à-dire qu'en fait, on a des micro-canaux. Vous voyez, là, il y a ici dans cet exemple de puce, on a trois canaux qu'on voit ici en plus gros, les trois canaux, et qui sont en fait vraiment tout petits. Chaque canal fait 200 à 300 microns de large. C'est tout petit, il faut un microscope pour le voir. Et en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est de prendre nos cellules vasculaires et de les faire pousser dans ce canal. Et elles vont se réorganiser naturellement pour former un vaisseau sanguin. On peut ensuite ici mettre en face de ce vaisseau sanguin des astrocytes, des péricytes, des neurones. Ça va nous permettre donc de recréer ces échanges et de mieux comprendre ce qui se passe dans un cas de maladie de Parkinson. Ici, je vais vous montrer des images qui vous permettent de mieux visualiser ce modèle. Et donc, vous voyez ici dans notre canal microfluidique, on voit un vaisseau. Si on fait un zoom dessus, on voit les cellules individuelles. Mais on voit que ce vaisseau, il est en fait en communication avec des cellules cérébrales. Dans notre cas, on a des astrocytes ici et des péricytes. Donc, on a fait tout un tas d'études pour valider que ce modèle est fonctionnel. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on est capable de garder des molécules du sang dans le vaisseau et ces molécules ne passent pas au travers. Donc ici, on a fait certaines quantifications. Il y en a une qui est intéressante, je vais la partager avec vous, c'est que si on crée ce modèle avec seulement des péricytes et pas des astrocytes, vous vous rappelez ces cellules qui sont des cellules de soutien à la barrière. Donc si on ne met pas d'astrocytes dans le modèle, notre modèle n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire que le vaisseau ne fonctionne pas bien, il n'est pas capable de garder les molécules du sang à l'intérieur. Donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de bien pouvoir étudier les astrocytes dans ce modèle. Donc, je vais prendre un peu de temps pour vous détailler cette étude parce qu'elle est quand même assez innovante dans le sens où on a pu montrer en fait que les astrocytes sont importants dans cette maladie de Parkinson. On a fait plusieurs conditions expérimentales. Dans un cas, on a créé des puces microfluidiques de la barrière où toutes les cellules sont des cellules contrôle, donc elles n'ont pas de lien avec la maladie. Dans une autre puce, on a utilisé des cellules saines, contrôle, pour faire nos vaisseaux. Par contre, on a mis des astrocytes qui ont une mutation génétique liée à la maladie de Parkinson.
Cette mutation, c'est la mutation qu'on appelle G2019S dans une protéine LRK2. Je vais dire LRK2 pour me faciliter un petit peu la prononciation. Les personnes qui ont cette mutation-là dans leur patrimoine génétique ont davantage de risques de développer la maladie. Donc nous, ça nous intéresse d'étudier davantage cette protéine et les cellules qui viennent de ces donneurs pour justement mieux comprendre l'impact que ça va avoir sur ces échanges. Donc ici, vous voyez, si on observe des différences, elle sera uniquement due à la présence de ces astrocytes malades dans notre modèle. Ce qu'on a pu observer, vous voyez ici, c'est notre modélisation de la puce microfluidique. Donc on a fait perfuser des molécules fluorescentes dans le vaisseau. Vous voyez qu'un vaisseau contrôle, la fluorescence reste à l'intérieur du vaisseau au bout de 40 minutes d'incubation. Par contre, si on regarde les puces où il y a des astrocytes maladie de Parkinson, vous voyez ici qu'il y a une entrée de ces molécules fluorescentes rouges dans la partie cérébrale du modèle. Ça nous indique un bris de barrière, comme on l'observe chez les patients. On a pu reproduire cette opération sur plusieurs échantillons de cellules iPSC provenant de donneurs différents. Et vous voyez ici, on a une augmentation de notre valeur de perméabilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, maintenant, on peut se servir de ce modèle-là pour essayer de trouver des molécules thérapeutiques et essayer de voir si on peut améliorer ce changement, disons, de perméabilité. Vous voyez ici des images. En haut, c'est l'image d'un vaisseau qui a été formé en présence des astrocytes malades. Vous voyez comme il est très très gros et il est non fonctionnel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a perfusé des molécules dans le compartiment cérébral pour voir si on pouvait empêcher les astrocytes de devenir toxiques. Et on s'aperçoit ici qu'on a pu recréer un vaisseau complètement fonctionnel. Donc ce modèle est non seulement intéressant pour tester des molécules thérapeutiques, mais surtout on voit qu'on peut améliorer ces déficits de barrière grâce à ce type d'études. Donc, grâce à ces études-là, on a pu se dire qu'il fallait vraiment davantage explorer euh, tous les échanges qui se passent autour de cette barrière. Et notamment, est-ce que la composition sanguine pourrait elle aussi induire un bris? Donc ici, si vous regardez le petit diagramme, on a vu tout à l'heure, on vient de regarder les astrocytes. Ce sont ces cellules-là qui projettent. Elles sont dans le cerveau. Maintenant, est-ce que des molécules qui circulent dans le sang peuvent avoir le même effet que ce qu'on vient de voir avec les astrocytes, c'est-à-dire induire un bris de barrière? La circulation ou la composition du sang est extrêmement complexe. Il y a des centaines, des milliers en fait, de protéines qui circulent, tout un tas de cellules immunitaires qui ont vécu toute la vie de l'individu et qui ont une mémoire immunitaire. Et donc, en fait, cette présence d'inflammation chronique pourrait potentiellement affecter le développement de la maladie. Donc, il y a des études qui ont été publiées. Ici, je vous montre une étude de 2022 qui ont utilisé un modèle un peu étrange, mais intéressant pour comprendre certains aspects de la maladie. Ici, ces auteurs ont étudié deux souris qui ont été jointes au niveau de leur circulation sanguine. Une avait la maladie de Parkinson, une était saine. Ce qui a été démontré, ou ce qui est démontré avec ce genre d'études, c'est que les facteurs qui se retrouvent dans le sang de l'individu malade ne sont soit plus protecteurs du cerveau, soit ils deviennent toxiques. Et quand on remplace les molécules circulantes dans l'individu malade, on peut restaurer euh, une, une, une homéostasie du cerveau. Ça a été démontré sur plusieurs maladies, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, et on est en train de découvrir que ça fonctionne aussi pour la maladie de Parkinson. Nous, dans mon laboratoire, on travaille sur des modèles in vitro humains, pas sur des modèles de souris, mais on peut apprendre de ces études-là pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes sur des modèles humains. Donc, nous avons repris notre modèle de barrière, on a différencié les différents types cellulaires que je vous ai présentés tout à l'heure, et donc on a refait nos vaisseaux ici et nos compartiments cérébraux ici pour étudier l'impact de la composition du sang sur la barrière hémato-encéphalique et sur la neurodégénérescence.
Donc les composantes du sang, on en a parlé, il y a des cellules immunitaires, les érythrocytes, et on est en fait capable en laboratoire de prendre un échantillon de sang et de le fractionner en ces différentes composantes. Le plasma, c'est ce qui va nous intéresser parce que ça contient toutes les molécules finalement circulantes, les anticorps et autres. Mais il est également possible d'extraire les globules rouges pour les étudier et ici d'extraire les globules blancs, donc tout ce qui est cellules immunitaires. Et en fait, on a fait une étude récemment qu'on a publiée en 2025, cette année, où on a regardé euh, ici les globules rouges. Pourquoi les globules rouges? Parce que les globules rouges contiennent une protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine et qui a été liée très fortement à la maladie de Parkinson. C'est un facteur de risque et c'est une protéine qui est bien connue pour induire une neurodégénérescence qui ressemble à la maladie de Parkinson. Ce qui est très intéressant, c'est que les cellules, toutes les cellules du corps en fait sont capables de le faire pratiquement. Elles sont capables de communiquer entre elles via des petits messagers. Donc, un globule rouge est capable de communiquer avec d'autres cellules de l'environnement par la sécrétion de ces petits messagers. Ces messagers sont appelés des vésicules extracellulaires et elles contiennent des indications telles que des protéines, mais aussi des indications telles que l'ARN pour venir informer ses voisines qui sont plus ou moins proches d'elles de certains événements qui se passeraient dans le corps. La question qu'on s'est posée, c'est à savoir, ces globules rouges qui contiennent beaucoup d'alpha-synucléine, qui sont connus pour circuler, qui circulent évidemment dans le sang dans toute la vie d'un individu, est-ce que c'est possible qu'il acquiert certaines caractéristiques qui font qu'il va sécréter des vésicules extracellulaires qui contiennent peut-être pas des bonnes informations et que ces vésicules pourraient induire, elles, un bris de barrière et une neurodégénérescence? Donc, pour répondre à cette question, on a pu obtenir des échantillons de globules rouges de donneurs sains ou de personnes avec la maladie de Parkinson. Et on a pu donc perfuser ici dans notre vaisseau sanguin que vous voyez, des vésicules extracellulaires que vous voyez en rouge. Là, elles sont toutes agglutinées. Puis là, on en voit certaines qui sont rentrées dans les cellules qui forment les vaisseaux sanguins. Ce qu'on s'est aperçu, et je vous guide dans le graphique ci-dessous, c'est que les vésicules extracellulaires des globules rouges induisent un bris de barrière. Vous voyez ici, ça en gris, ce sont des vésicules d'individus contrôle. En rose, les vésicules d'un individu qui a un maladie de Parkinson à un stade modéré. Et en rouge, à un stade avancé. Ce qu'on a vu, c'est que vous voyez ici une baisse de la valeur de ces mesures qui indiquent en fait une baisse de la perméabilité. Excusez-moi, une augmentation de la perméabilité, donc une baisse de l'intégrité. Dans ce graphique-là, vous voyez ici la barre rouge, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vésicules extracellulaires qui se retrouvent dans le compartiment cérébral comparé à un individu qui a un état modéré de la maladie ou un individu contrôle. Donc ça nous indique que ces petites vésicules sont capables de propager potentiellement de la maladie. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, là je vais vous montrer une étude sur les globules rouges. On a des études en cours en laboratoire pour comprendre la composition du plasma et même les réponses immunitaires. Comment est-ce que les cellules immunitaires qui circulent dans le sang peuvent induire une neurodégénérescence. Mais on s'intéresse beaucoup aussi évidemment aux manières de protéger notre cerveau et particulièrement la nutrition. Donc, une alimentation riche en fruits et légumes, c'est bien connu pour entretenir un système cardiovasculaire sain. C'est vrai pour le cœur, c'est vrai pour le cerveau. Alors, quels sont les effets protecteurs dans la maladie de Parkinson? Beaucoup d'études, ou un certain nombre d'études ont déjà montré que la diète méditerranéenne, par exemple, enrichie en huile d'olive, en fruits, légumes, en poissons, est capable de retarder le développement de maladies neurodégénératives. Comme nous, on est un laboratoire qui s'intéresse à comprendre les mécanismes, savoir comment ces petites choses fonctionnent, et particulièrement comment est-ce qu'elles agissent sur la barre hémato-encéphalique, on a émis tout un tas d'hypothèses. On voit ici notre cerveau. Et on voit ici des représentations, une illustration de cellules endothéliales qui forment les vaisseaux. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ces molécules nutritives qui se retrouvent dans le sang sont capables de protéger les neurones? Est-ce qu'elles traversent directement l'endothélium pour atteindre les neurones? Est-ce qu'elles sont bénéfiques aux cellules vasculaires
pour ensuite qui va être bénéfique aux neurones? Ou est-ce que finalement c'est plutôt les astrocytes par exemple qui sont les cibles de ces molécules bénéfiques et ces astrocytes vont ensuite protéger les neurones? Il y a beaucoup de manières d'arriver aux neurones et donc on se pose la question à savoir comment est-ce que ces petites molécules de l'alimentation sont capables d'être protectrices. Donc ces études sont en cours, on est en train de collecter des données, donc je vais vous montrer quelques données préliminaires. Ici, ce qu'on voit, c'est que dans ce graphique-là, on va regarder la longueur des neurites, des neurones. Petit rappel, voici des images de neurones. Ici, on voit les corps cellulaires et on voit leur prolongation. Les prolongations, on appelle ça des neurites. Ici, on voit le corps cellulaire en gros et on voit les prolongations. En fait, un neurone en bonne santé, quand on fait des études en laboratoire in vitro, ça va être un neurone qui a des belles élongations. Ici, on voit des neurones protégés par la présence de ces molécules de l'alimentation. Ici, c'est un neurone qui n'a pas été protégé. Donc un neurone issu d'un donneur qui a la maladie de Parkinson. On voit qu'il y a comme une atrophie de cette cellule par rapport à ces neurones qui, eux, ont été protégés par les cellules. Tout ça, ça se quantifie. Et c'est ce qu'on voit dans notre graphique ici, où on voit par exemple une cellule qui n'a pas été traitée et une cellule qui a plusieurs doses de ces molécules bénéfiques. Ici, on a étudié ce qu'on appelle les polyphénols. Ce sont des molécules qui se retrouvent dans l'alimentation, très enrichies dans les fruits et légumes, notamment les petits fruits du genre bleuet. Donc, où est-ce qu'on s'en va maintenant? On va continuer évidemment toutes ces études et on veut s'assurer d'avoir toujours les meilleurs modèles possibles pour étudier le tissu humain en laboratoire. Donc, on continue de construire nos modèles. Donc, je vous ai présenté les modèles de puces microfluidiques. Maintenant, on essaye de faire des petites sphéroïdes, comme des mini-cerveaux, dans lesquels on va pouvoir créer des vaisseaux sanguins et encore mieux étudier euh, ces phénomènes. Donc ici, par exemple, on a une petite sphère et l'idée, ça serait par exemple une possibilité d'avoir des cellules vasculaires qui vont venir enrober la sphère avec nos neurones à l'intérieur et notre barrière hémato-encéphalique, ce serait à l'interface entre cette partie-là et l'intérieur de la sphère. Juste pour montrer quelques images de nos petites sphères, ici on voit des cellules endothéliales en vert, on voit des astrocytes ici en rouge, etc. Donc ça, c'est des modèles qui sont très complexes à mettre en place, mais on est en train d'y travailler au laboratoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les personnes atteintes de ces maladies? À aujourd'hui, on n'a pas de thérapie qui soit capable d'arrêter la progression de la maladie. C'est-à-dire que les neurones dopaminergiques vont continuer de dégénérer, vont continuer de mourir, et on ne peut pas arrêter ce phénomène. On ne peut pas l'empêcher non plus. Donc, pour l'instant, on est capable de supplémenter la dopamine qui va être manquante, mais ça ne va pas arrêter la progression. On est capable de faire ici des chirurgies pour venir mécaniquement stimuler ou électriquement stimuler cette zone ici qui est la zone des neurones dopaminergiques pour encore une fois remplacer l'effet des neurones qui ne sont plus là. Mais les neurones continuent à partir. Donc ce qu'on a besoin, c'est de comprendre les causes de la maladie pour découvrir quelles sont les meilleures cibles à viser pour créer des médicaments. Ce qu'il faut aussi, c'est identifier des facteurs protecteurs, comme on l'a vu par exemple les bénéfices de l'alimentation pour pouvoir guider les personnes dans leur choix alimentaire. Donc finalement, l'intérêt de tous ces travaux, c'est de pouvoir proposer des nouvelles thérapies qui vont arrêter la maladie ou empêcher la maladie de commencer. Donc si je vais résumer ce que je vous ai présenté aujourd'hui, on pourrait dire que la maladie de Parkinson affecte les cellules neuronales mais aussi les cellules qui ne sont pas des neurones. Même si on en parle un petit peu moins, elles sont très importantes parce que ces cellules qui vont former cette barrière hémato-encéphalique qui sépare le sang du tissu cérébral, elles régulent les échanges, elles permettent l'oxygénation du cerveau, l'entrée de nutriments protecteurs et elles empêchent l'entrée de molécules potentiellement toxiques. Alors cette barrière pourrait devenir dysfonctionnelle au cours de la maladie et la conséquence, c'est que ces équilibres se retrouvent affectés, se retrouvent dérégulés. Ça peut induire une réaction inflammatoire dans le cerveau et une neurodégénérescence. Donc, des études sont en cours, on essaie de mieux comprendre ces phénomènes,
comme je disais, de nouvelles technologies pour à pousser davantage la compréhension de ces phénomènes au niveau cellulaire et moléculaire pour trouver ensuite des cibles pour des médicaments. Donc avec ça, j'aimerais tous vous remercier pour être restés avec moi ce soir. Puis évidemment, l'équipe du laboratoire qui travaille sur toutes ces questions et tous les organismes subventionnaires sans qui aucun de ces travaux évidemment ne serait possible. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, nous allons maintenant passer à la période des questions. Merci Aurélie pour cette présentation qui nous a permis de mieux comprendre les récentes avancées de la recherche sur les mécanismes biologiques euh, liés au développement de la maladie de Parkinson. Donc, je vous rappelle à tous les participants que vous pouvez inscrire vos questions dans l'onglet questions et réponses de la plateforme Zoom. Moi, je vais commencer avec une question, Aurélie. Tu avais mentionné la présence de l'alpha-synucléine à l'intérieur des globules rouges. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus concernant la relation entre la présence de cette protéine-là et l'affaiblissement de la barrière hémato-encéphalique euh, selon les appréciations de tes études? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, c'est toutes des études en cours, donc on est toujours en train d'apprendre. On n'a jamais on n'a jamais fini d'apprendre. Mais l'état des connaissances aujourd'hui, c'est que euh, l'alpha-synucléine, en fait, elle est capable de s'agréger. On le sait très bien, on le voit très bien dans le cerveau. Elle fait des petits agrégats dans les neurones, mais en fait, elle peut s'agréger dans le sang également. Donc peut-être que les vésicules extracellulaires qui sont sécrétées par ces globules rouges, qui pourraient contenir la nucléine, peut-être qu'elles pourraient être agrégées et rentrer dans les cellules et devenir toxiques, puisqu'on sait que l'alpha agrégée est toxique. Il se pourrait il y ait d'autres manières que pour l'alpha-synucléine soit présente dans le sang, autres que les globules rouges, mais sécrétées par les globules rouges euh, ou d'autres cellules du corps, et que cette alpha-synucléine qui se retrouverait libre dans le sang pourrait venir interagir avec la barrière et induire des effets néfastes. On ne sait pas encore exactement comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait, pourquoi cette protéine-là pourrait avoir un effet en tant que tel. Mais on continue finalement nos expérimentations là-dessus pour essayer de mieux comprendre. Mhm. Donc, juste pour clarifier un peu, est-ce que l'alpha-synucléine se retrouve naturellement à l'intérieur du cerveau ou est-ce que c'est via un affaiblissement de la barrière hémato-encéphalique qui pourra aller perturber ou se retrouver à l'intérieur du cerveau? Oui, en fait, c'est les deux, puisque les neurones sont riches en alpha-synucléine. L'alpha-synucléine dans les neurones permet de réguler les échanges synaptiques, entre autres. Donc, les neurones sont des forts producteurs d'alpha-synucléine. Donc, on la retrouve, cette protéine, dans le cerveau de manière tout à fait naturelle et on en a besoin pour que le cerveau fonctionne bien. Puis, on la retrouve aussi dans le sang. Et donc, s'il y a un affaiblissement de cette barrière, il peut y avoir des échanges autant depuis le cerveau vers le sang, c'est-à-dire comme un reflux de cette protéine pour venir l'éliminer via le sang, Mhm, ou bien une entrée euh, depuis le sang vers le cerveau. Donc mhm, ces échanges-là sont dans les deux sens sont possibles, mais de manière tout à fait physiologique. Il y a de l'alpha-synucléine dans le sang et dans le cerveau, ce qui est nécessaire pour la bonne fonction du cerveau. C'est quand les protéines perdent leur fonction physiologique qu'il commence à y avoir des... alors, Elite, gelé, ton image est gelée. Est-ce que je suis de retour? Oui, tu es de retour, merci. Le Donc, on Wi-Fi va, du jus n'est pas très performant. donc, on va continuer à répondre à des questions. Donc, est-ce que Aurélie, tu pourras nous parler si vous avez identifié comme des facteurs environnementaux externes qui pourront perturber cette perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et qui pourront être à l'origine d'un déclenchement, voire un développement de la maladie?
Oui, on a des études qui s'intéressent aux pesticides et aux molécules synthétiques utilisées dans l'agriculture, parce qu'il y a un lien qui est bien connu entre certaines molécules utilisées par les agriculteurs et le développement de la maladie. Donc, on essaye de voir s'il y a d'autres molécules qui pourraient être utilisées par les agriculteurs et qui pourraient se retrouver potentiellement dans l'alimentation. Et donc, on a certaines évidences, on est encore au tout début de ces études-là, mais on a des évidences qu'effectivement, il y a certaines de ces molécules qui sont capables d'induire des bris dans la barrière hémato-encéphalique. Donc, via l'inhalation, via le contact avec la peau, l'ingestion de ces molécules qui se retrouveront dans le sang, il peut y avoir effectivement un effet au niveau de la barrière. Ok, merci beaucoup. Donc, on va maintenant procéder à la lecture des questions de la part de nos participants. Donc, il y a les premières qui nous disent Bonjour docteur, avez-vous besoin de patients dans la région de Québec ayant la maladie de Parkinson pour vos projets de recherche sur la barrière hémato-encéphalique ou autre? Et comment pourront-eux vous contacter? Mais déjà, merci beaucoup de cette question. C'est très important pour nous d'avoir des donneurs partenaires. Nous, on travaille en collaboration avec le réseau ouvert Parkinson, qui est un réseau canadien avec différents points, différentes cliniques au Canada, dont une à McGill, il me semble, à Montréal. Et donc, il y a des collectes de sang et d'autres échantillons qui sont faites grâce au réseau ouvert. Et moi, j'ai accès à ces échantillons-là. Donc, on se sert, on étudie les échantillons de sang qui sont données, autant les cellules immunitaires de cet échantillon de sang que les molécules du plasma. Donc, la meilleure manière de pouvoir nous aider, si vous êtes intéressé de travailler, de nous aider à travailler sur ces questions-là, c'est d'aller voir le réseau. Et peut-être que Dora, je ne sais pas s'il y a moyen de peut-être mettre le lien vers Oui, le nous réseau allons. vers Parkinson pour, euh, pour prendre contact avec eux. Et puis, ça se fait assez bien. Là, ils ont des Oui, nous questionnaires, allons. ils ont possibilité de donner des échantillons. Et ensuite, nous, on peut s'en servir dans nos modèles. Oui, nous allons mettre les liens vers le site du réseau sur le chat. Merci. Donc, une autre question que je pourrais répondre, est-ce que le webinaire sera disponible à regarder à nouveau? Oui, tout à fait. Le webinaire sera disponible au cours des prochains jours sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec. Normalement, vous allez recevoir un courriel et aussi des informations sur nos réseaux sociaux, la date de la mise en ligne du webinaire. Donc, prochaine question. L'alpha-synucléine est alors en partie responsable de la maladie de Parkinson conjointement à la perte des neurones dopaminergiques? C'est une bonne question. Encore une fois, des études à creuser parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur cette barrière. Ce qui est intéressant, c'est que les récepteurs de la leptine sont présents au niveau des vaisseaux sanguins. Ils ont l'air d'être particulièrement enrichis dans une zone qui s'appelle le plexus choroïde, qui est encore moins étudiée que la barrière hémato-encéphalique, mais on a lancé des études là-dessus. Et c'est le plexus choroïde qui est donc enrichi dans ces récepteurs de la leptine. C'est une structure qui est en fait un site de surveillance immunitaire pour le cerveau. Et donc, il peut y avoir possiblement des échanges qui ont lieu, pas au travers de la barrière hémato-encéphalique, mais au travers de la barrière entre le sang et le liquide céphalo-rachidien dans lequel notre cerveau baigne et reçoit des signaux. Donc, c'est effectivement une très bonne question et on espère à pouvoir y répondre avec ces études-là. Donc, il y a un message pour toi, Aurélie. Merci, docteur. Très belle présentation. J'ai remarqué une omission de une neurone dans une diapositive, je crois. Page 26, je ne sais pas en fait. Omission de neurone. Ça se peut que dans des graphiques, on n'a pas identifié la neurone comme telle, mais Ok. oui. Donc, prochaine question. Comment expliquer que la dopamine apportée par les médicaments rentre dans les cerveaux? Alors,
Donc la barrière hématocéphalique est capable de réguler les échanges, mais il y a certaines molécules qui sont capables de traverser la barrière. Et donc les molécules qu'on donne dans les médicaments sont capables de traverser la barrière. Donc c'est pour ça qu'on est capable d'augmenter la dopamine dans le cerveau, parce qu'elle traverse. Prochaine question. Vous avez parlé des bienfaits de l'alimentation pour le cerveau. Est-ce que vous avez identifié des suppléments spécifiques qui sont aussi bénéfiques? Donc ça, c'est des questions importantes. Comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a ces informations, comment est-ce qu'on peut agir pour trouver les meilleurs possibles suppléments ou alimentations? Donc il faut toujours faire attention avec les suppléments parce que la réglementation au niveau des suppléments n'est pas toujours très stricte. Donc quand on achète des suppléments, on ne sait pas toujours la qualité de ce qu'on achète. C'est sûr que euh, une alimentation complète est généralement conseillée parce que les molécules se retrouvent en synergie en fait dans ce qu'on mange et les molécules s'entraident les unes des autres pour être bénéfiques. Parfois, si on prend une seule molécule, soit elle n'est pas capable de traverser la barrière intestinale et donc elle est éliminée tout de suite, soit il lui manque ces autres molécules de l'alimentation qui vont l'aider à traverser la barrière intestinale. Donc, on peut, là, je ne peux pas vraiment suggérer de suppléments, mais je peux vous encourager peut-être à aller voir les ressources qui seraient mises à disposition. En général, on conseille plutôt une alimentation riche en poissons, riche en légumes, qui vont apporter l'ensemble de ces nutriments. Parfait, merci. Question suivante. Plusieurs de vos hypothèses sur l'inflammation et la composition sanguine s'appliquent à mon cas. À quel stade de la recherche au niveau des médicaments nous sommes? Donc, on en est encore à essayer de démontrer ces hypothèses. Et c'est sûr qu'en recherche, on a besoin d'avoir plusieurs laboratoires qui démontrent les mêmes hypothèses pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie de recherche. Donc il y a quand même un certain nombre d'études qui s'intéressent au lien entre l'inflammation et les développements des maladies. À ma connaissance, il n'y a pas encore de médicaments sur le marché qui va véritablement cibler ce phénomène. Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait à plusieurs niveaux sur l'impact de l'inflammation. Donc, on en est encore à l'état de recherche et de validation des hypothèses qui est absolument essentiel avant de passer à une étape thérapeutique parce qu'on veut s'assurer de ne pas mettre en danger des personnes avec certains médicaments qu'on voudrait. Donc, il y a toute cette étape qu'on appelle préclinique qui est en cours, qui est quand même très dynamique dans le domaine de la maladie de Parkinson. Donc, c'est sûr que je pense que dans les années qui viennent, il va y avoir beaucoup d'avancées à ce niveau-là. Merci. Question suivante. Comment expliquer que la maladie se développe plus ou moins rapidement chez les patients? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment l'expliquer. En fait, je ne suis pas clinicienne, donc j'ai pas de contact direct avec les patients, mais quand j'écoute mes collègues cliniciens, souvent ils nous expliquent qu'il n'y a pas une personne typique qui a la maladie de Parkinson. Chaque personne va avoir un peu son profil de symptômes moteurs, non moteurs, de développement de la maladie et autres. Donc en fait, c'est cette hétérogénéité de la maladie qui la rend très difficile à étudier et qui nous conduit à essayer de comprendre s'il y a des sous-groupes avec des caractéristiques cliniques plus proches pour pouvoir peut-être définir différents profils. Donc comment expliquer qu'un maladie se développe plus ou moins rapidement? À aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. Les personnes qui vont avoir des formes génétiques peut-être agressives vont être plus enclins à développer ces formes-là. Et pour les personnes qui n'auraient pas de forme génétique de la maladie, c'est toujours un peu plus délicat, effectivement, à expliquer. Mais il y a il y a beaucoup d'études là-dessus qui essayent de comprendre ces mécanismes-là. Merci. Question suivante. Est-ce que les exercices de résistance peuvent ralentir les symptômes ou améliorer la neuroplasticité du cerveau?
C'est sûr que il y a beaucoup d'études qui montrent que l'exercice physique, donc, continue à stimuler ces muscles, stimuler la communication entre le cerveau et les muscles. C'est important pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Certaines personnes vont faire de la danse, par exemple. Ça a l'air d'être, les études ont l'air de montrer que de se maintenir actif, c'est bon pour gérer en fait sa maladie de Parkinson. Au niveau plus biologique, il y a des études qui suggèrent que le fait de venir faire une activité physique, non seulement ça améliore le système cardiovasculaire, donc c'est intéressant pour évidemment la santé vasculaire du cerveau, mais ça peut aussi induire la production par les muscles de certaines molécules qui sont en fait bénéfiques aussi pour le cerveau. Donc là, on essaye de comprendre certaines de ces molécules-là qui sont liées à l'exercice. Il y a encore besoin de faire beaucoup d'études pour bien le comprendre, mais en tout cas, c'est sûr que de faire une activité, et je pense que Parkinson Québec a sûrement des ressources là-dessus, c'est très encouragé pour les personnes qui en mettent. Oui, tout à fait. J'inviterai nos participants à aller regarder un webinaire qu'on a fait le mois de juin concernant les effets bénéfiques de l'activité physique dans toutes les étapes de l'avancement de la maladie, mais pour que ça aide à ralentir la progression et dans certains cas, à maintenir l'autonomie plus longtemps. Donc voilà, vous pouvez les voir dans notre chaîne YouTube. Prochaine question. Les acides gras oméga 3, les anti-inflammatoires, peuvent être bénéfiques? Donc, il y a effectivement des études puis on a des collègues ici au sud de Québec qui ont beaucoup travaillé sur les acides gras oméga 3 et qui montrent sur des modèles précliniques, c'est-à-dire sur des modèles de laboratoire, des bénéfices avec la consommation des acides gras et notamment qui se retrouvent dans le poisson. Au niveau des études cliniques, il faudrait évidemment aller voir les dernières études pour en être sûr, mais à ma connaissance, il y avait eu des études nuancées, c'est-à-dire que euh, il faut continuer peut-être à mieux définir les populations et les sous-groupes. Il se peut que certaines personnes répondent mieux que d'autres à l'effet de l'alimentation. En laboratoire, on voit des effets bénéfiques. Maintenant, comment est-ce qu'on applique ça en concret? Ça, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées. Et justement, on parlait de l'hétérogénéité des patients. Peut-être que là, c'est un aspect à prendre en considération euh, pour peut-être guider les personnes dans leur choix alimentaire. D'accord. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces réponses aux questions. Nous avons fini notre période de questions. Ça a été une participation de ta part très enrichissante. Ça nous a permis de comprendre un autre aspect jusqu'au présent qu'on n'a pas exploré dans nos webinaires, donc le rôle de la barrière hémato-encéphalique et le développement de la maladie de Parkinson. On espère que bientôt on va pouvoir avoir plus de nouvelles à ce niveau-là et comprendre mieux la maladie, justement pour permettre d'adapter les thérapies potentiellement bénéfiques pour notre communauté. Donc, merci beaucoup Aurélie de ta participation, la générosité de ton partage et la clarté de tes explications. Je remercie à tous les participants pour votre présence et vos questions. Donc, en nom de toute l'équipe de Parkinson Québec, je vous remercie d'avoir été là et je vous invite à notre prochain webinaire scientifique qui aura lieu le 2 décembre. Donc, merci beaucoup à tous et bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.